Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'aimerais résumer toute la mécanique avec un principe qui est très vite énoncé. C'est le principe dit de la moindre action. Alors d'abord, je vais définir l'action. Ensuite, on va voir ce principe de moindre action en utilisant les équations de Lagrange. Et on va appliquer ce principe pour prendre un problème où on avait éliminé les contraintes, et on va maintenant retrouver les contraintes en appliquant ce principe. L'action. L'action se définit comme ceci. Vous faites l'intégrale du Lagrangien. C'est une intégrale dans le temps, pris entre un certain temps t1 et un certain temps t2. Votre Lagrangien est fonction des coordonnées q1 à qn, qui dépendent du temps, de q1 point à qn point, et on n'exclut pas la possibilité que le Lagrangien dépende aussi explicitement du temps. On note S l'action, et voilà, ça c'est notre définition de l'action. L'action, c'est l'intégrale de L quand le système évolue de T1 à T2. Alors maintenant, on a ce résultat extraordinaire qui est que le principe, les équations de Lagrange impliquent un extrémum de l'action, et inversement, si on a un extrémum de l'action, on doit avoir les équations de Lagrange. On va considérer, pour simplifier les écritures, que notre Lagrangien ne dépend que d'une coordonnée. Et donc le problème qu'on doit se poser, c'est de comprendre ce que ça veut dire un extrémum de l'action. Parce que L, c'est quand même un objet assez complexe. Alors dire que L est extrémum, c'est dire la chose suivante. On suppose qu'on connaît Q de T, la fonction pour laquelle S est extrémum. Maintenant, si je fais une petite variation de Q, que je note delta Q, qui est une fonction du temps, si S est extrémum, ça veut dire si pour Q de T, alors le premier ordre en delta Q de T doit être nul. Maintenant, on ne va pas faire cette variation n'importe comment, on va supposer les deux points, le point de départ et le point d'arrivée, les points au temps T1 et T2, d'être connus. Il faut bien qu'on ait une certaine position initiale, puis une position après un certain temps. On va calculer l'extrémum pour deux points connus. Alors, faisons le calcul. Je veux calculer une variation de l'action lorsqu'au lieu de calculer l'action pour Q, qui est censé donner l'extrémum, je prends Q plus une variation delta Q avec les restrictions à T1 et à T2. Pour faire ce calcul, je reconnais d'abord ici que j'ai une dérivée de L par rapport à Q fois un delta Q, et j'ai une dérivée de L par rapport à Q point fois un accroissement delta Q point. Maintenant, je vais travailler ce deuxième terme de l'intégrale. Je vais faire une intégration par partie. J'ai noté ces fonctions U et dv, et l'intégrale de U dv vaut UV moins l'intégrale de V du. C'est la formule que je vais appliquer ici. Une intégration par partie. Donc, si ça, c'est la fonction d de V, la fonction V, c'est delta Q, et la fonction U, c'est celle-ci, ce terme-là, je ne le change pas. Et il faut faire moins l'intégrale V du, donc c'est le delta Q, et le du, ça fait d sur dt de d de L sur d de Q point, fois dt. Pour calculer d de U, je fais d sur dt de ça,
fois dt. Maintenant, on s'est donné comme règle du jeu qu'on allait faire des variations delta Q avec delta Q qui est nul en T1 et en T2. Donc ce terme tombe. Il ne me reste plus que ces deux termes, de d de L sur d de Q, L moins d sur dt, d de L sur d de Q point. Maintenant, S est extrémum pour la fonction Q, la solution qu'on cherche, veut dire qu'on doit pouvoir prendre n'importe quel delta Q infinitésimal et on doit obtenir 0 au premier ordre. La seule manière d'y arriver, c'est que ce terme-là doit être nul. Donc, on a Lagrange. Et on peut faire le raisonnement à l'inverse et trouver que Lagrange implique l'extrémum de l'action. Donc voilà, on a obtenu que le mouvement est celui qui minimise l'action. On va maintenant utiliser ce principe pour voir comment, avec Lagrange, on peut calculer des forces de contrainte. Rien ne vaut un exemple. Je reprends mon problème du cylindre qui descend un plan incliné. J'écris mon Lagrangien en termes de la variable θ et de la variable x. Mais au lieu de faire comme la dernière fois, je vais imposer le fait qu'il y a une contrainte, mais je vais garder les deux variables. C'est comme ça qu'on va faire apparaître une force, la force de contrainte, la contrainte étant ici le roulement sans glissement. Donc, on cherche l'extrémum de l'action définie pour ce L sous la contrainte que x vaut rθ. Alors, ça revient au même que de considérer le Lagrangien L', qui est le Lagrangien que j'avais, moins un certain coefficient, je l'ai appelé f parce que je sais où je vais aller, mais c'est un coefficient qu'on appelle un multiplicateur de Lagrange qui multiplie cette relation-là de contrainte x moins rθ. Et je considère ce Lagrangien L' maintenant comme ayant deux variables indépendantes. Alors, si maintenant j'écris mes équations du mouvement, je calcule d de L', la dérivée de ce Lagrangien par rapport à θ point. Je calcule la dérivée de L' par rapport à θ. Alors on a fr qui apparaît. Et j'ai cette équation-là. Et bon, j'ai une notation qui aide à reconnaître tout de suite ce qui se passe. On a ici une équation du mouvement pour le moment cinétique. C'est un petit peu comme si on avait appliqué d de Lg sur dt égale mg extérieur avec le moment qui vaut la force. Et ici, on a R, le rayon. La deuxième équation du mouvement, je l'obtiens en prenant x comme variable. Alors, j'ai calculé d de L' sur d de x point. Je calcule d de L' sur d de x. X apparaît ici et là. Et qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai cette équation du mouvement, qui est l'équation du mouvement, c'est l'équation de Newton, l'équation F égale ma, pour le centre de masse, avec la force dans la direction du plan incliné. Il y a un mg sin alpha et il y a la force de frottement. Et maintenant, j'ai retrouvé tout ce que la mécanique newtonienne pouvait nous dire, le théorème du moment cinétique, le théorème du centre de masse pour ce solide indéformable. Encore une fois, je rappelle la méthode. On a écrit le Lagrangien et on a une contrainte et on rajoute cette contrainte avec un coefficient devant qu'on appelle un multiplicateur de Lagrange. Et maintenant, on écrit les équations de Lagrange comme si les variables étaient indépendantes.
cette méthode n'est valable que pour des contraintes holonomes.